Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Rubin de Servance. Monsieur Rubin de Servance, vous êtes administrateur général des affaires maritimes et vous exercez la fonction de directeur du bureau des enquêtes sur les événements de mer, ce qu'on appelle le BEMR, au sein du ministère de la Mer. Et à ce titre, vous avez à connaître des incidents et des accidents maritimes survenant dans nos eaux territoriales, ainsi que tous les accidents impliquant des navires battant pavillon français dans le monde entier. Le bureau que vous dirigez est réputé pour la grande précision et l'exactitude des enquêtes qu'il conduit et pour le partage du retour d'expérience qu'il opère par la suite. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce jour pour nous faire part de vos connaissances en la matière et je vous cède immédiatement la parole. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur également d'être parmi vous. Donc je vais commencer ma présentation sur le sujet que vous m'avez indiqué. Voilà, je pense que vous voyez la présentation. Donc je vais vous parler brièvement du comportement dynamique des porte-conteneurs. Cela bien entendu sous l'angle d'un bureau d'enquête après accident, en me reposant en particulier sur les différents rapports qui ont pu être émis par des collègues et qu'on peut trouver partout dans le monde. J'aborderai en particulier le roulis paramétrique de façon extrêmement simplexe pour essayer d'expliquer un peu comment ça se développe à bord d'un navire. Et puis enfin, je terminerai sur quelques pistes qui pourraient se dégager pour améliorer les pertes de conteneurs et qui apparaissent dans les différents rapports et en particulier les rapports les plus récents. Voilà, alors pour commencer, évidemment, les mouvements des navires sont fondamentaux dans les cas des enquêtes accidents et dans les cas des pertes de navires. Donc j'ai pris pour exemple quelques rapports dans lesquels on voit apparaître le lien qui est direct entre la perte des conteneurs et le mouvement du navire, puisque là, comme vous pouvez le constater sur le tableau présent, il y a un certain nombre de conteneurs qui sont perdus et sont mis en parallèle le roulis auquel a été soumis le navire lors de ces pertes. Donc, vous voyez que les mouvements sont très amples. Donc, le CMA-CGM Othello, donc, de l'ordre de 20 degrés en 2006, qui a fait l'objet d'un rapport d'enquête par le BEMR. En 2006 également, on avait le Netloyd Genova, 30 degrés de roulis. En 2007, l'Annabella en Baltique, 30 degrés de roulis. En 2009, le Pacific Adventurer, 40 degrés de roulis, avec une enquête par la TSB. Plus récemment, le Sven Bonmerk, qui avait fait beaucoup parler, 41 degrés avec une enquête du DMIB, des autorités danoises. En 2018, le Washington de CMA-CGM, 20 degrés de roulis, avec une enquête très intéressante du MIB britannique. En 2018, le Yangming Efficiency, 30 degrés de roulis par la TSB. Enfin, une enquête que je trouvais particulièrement intéressante, c'est celle qui concerne le MSC Zoé, donc avec une perte de 342 conteneurs, 30 degrés de roulis, et une enquête qui est conjointe, le BSU allemand, le DSB et par Panama. Alors, pour parler du mouvement dynamique des conteneurs, j'ai voulu, de façon simplexe, montrer un petit peu comment ça se passe. Il y a les éléments qui sont, on va dire, statiques et déterminés par l'homme. Donc, en particulier, au départ, on a forcément la carène du navire. Donc, cette carène du navire, elle prédétermine un certain nombre d'éléments comme la stabilité, le nombre de conteneurs embarqués, le comportement, enfin, un certain nombre de choses, plus la puissance motrice, la surface des safrans, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est prédéterminé, donc c'est assez fixe pour un navire. Ensuite, une fois que le navire est en mer, ou du moins avant d'être en mer, il y a d'abord le chargement qui intervient avec une implication importante au point de vue comportement du navire, en particulier sur la stabilité, et puis la hauteur des conteneurs qui peuvent être mis. Ensuite, une fois le navire en mer, il y a deux éléments, le cap et la vitesse. Donc, tous ces éléments, finalement, la carène, le chargement, le cap et la vitesse, fait une espèce de bloc que l'homme maîtrise assez bien, ou du moins peut le maîtriser
normalement, si tout se passe bien, aussi bien lors du plan de chargement que lors du chargement à bord. Voilà. Donc tout ça sont des calculs mathématiques. On arrive à avoir un état définitif. En revanche, ce qu'on ne contrôle pas, c'est l'état de la mer dans lequel se trouve le navire. Et la combinaison entre finalement l'ensemble de ces éléments, le cap, la vitesse, la carène, le chargement et l'état de la mer, va déterminer un certain nombre de mouvements du navire, qui sont des mouvements extrêmement complexes, avec un certain nombre de mouvements dans tous les sens. Bon, on a évidemment le roulis avec un mouvement de rotation alternatif autour de l'axe longitudinal. Ensuite, on a le cavalement avec un mouvement de translation suivant l'axe longitudinal. Le navire avance et recule alternativement. Le tangage, mouvement de rotation autour de l'axe transversal du bateau. L'embardé, mouvement de translation le long de l'axe transversal. Et le lacet, mouvement de rotation, etc. Ainsi que le pilonnement, un certain nombre de choses. Donc, on a tous ressenti quand on a pris le bateau, parfois de façon assez désagréable, puisque l'ensemble de ces mouvements peuvent amener à avoir le mal de mer, bien entendu. Il y a un certain nombre d'entre vous qui ont pu, hélas, le ressentir. Et ces mouvements, évidemment, bon, jouent sur la structure du navire. Alors, il y a des mouvements que je n'ai pas mentionnés là, mais dans le cas des navires qui sont de très grande longueur, en particulier, il y a une espèce de souplesse de la structure qui fait qu'il y a des torsions, des flexions qui se créent sur la coque elle-même. Et puis, une fois qu'on a l'ensemble de ces mouvements du navire, ça joue évidemment sur les piles de conteneurs. Donc, comme on le voit sur le petit coin en bas à droite, avec un certain nombre de forces qui s'exercent, avec en particulier des tassements, des soulèvements, des charges à l'arrimage, et tout ça joue de façon importante. Alors évidemment, dès que la pile de conteneurs s'élève, plus elle est haute, plus ces mouvements finalement vont être amplifiés. Et alors, que se passe-t-il quand il y a des pertes de conteneurs? De façon très simple, pardon, je suis allé trop vite, c'est que finalement le saisissage ou la structure n'était pas en adéquation avec les mouvements du navire. Donc sur le principe, ça se comprend facilement. Et on peut se demander pourquoi finalement il y a des pertes, puisque tout cela semble assez maîtrisé. Il y a un certain nombre de règles pour établir en particulier le saisissage. Il y a des règles sur les solidités des conteneurs. Alors, dans le cadre des phénomènes de mouvement du navire, il y a un certain nombre de mouvements qui sont dangereux, qui peuvent survenir en particulier par mer de l'arrière et par mer oblique. Alors, lorsqu'un navire se trouve sur une hauteur de vague par mer de l'arrière ou par mer oblique, il peut être soumis à des accélérations qui le feront naviguer sur la vague. Il s'agit d'un phénomène connu sous le nom de navigation sur la crête des vagues. Et en pareil cas, le navire risque de tomber par travers, ce qui peut entraîner son chavirement. Alors là, je parle de petits navires, son chavirement par suite d'un brusque changement de cap et de l'importance imprévue de l'angle d'inclinaison. Vous voyez, c'est ce qu'on voit assez fréquemment. Quand il y a un navire qui est pris sur l'arrière, il est soulevé. Il y a aussi un autre phénomène là qui touche plus les grands navires, c'est la réduction de stabilité à l'état intact lorsque la crête des vagues touche le milieu du navire. Lorsqu'un navire navigue sur la crête des vagues, la stabilité à l'état intact peut être considérablement réduite en fonction de la forme de la coque et de son immersion. La réduction de la stabilité peut devenir critique pour des longueurs de houle comprises entre 0,6 et 2,3 fois la longueur du navire. Enfin, il y a également le roulis synchrone et le roulis paramétrique que je vais développer au travers de petits schémas qui seront plus digestes qu'une discussion. Et ce roulis synchrone est un roulis important qui peut se produire lorsque la période de roulis naturel d'un navire coïncide avec la période entre deux vagues incidentes. Et lorsque le navire navigue par mer de travers et par mer oblique, ce phénomène pourra se produire lorsque la stabilité transversale est marginale ou lorsque la période naturelle du roulis s'allonge. Voilà, donc évidemment, il peut y avoir une combinaison de l'ensemble de ces facteurs. Alors, schématiquement, voilà un peu ce qui se passe pour le roulis paramétrique. Donc, on voit donc des petits dessins de navires avec, j'ai extrait ça c'est une extraction du Bureau Veritas, que je remercie. Et donc,
vous avez de temps en temps le navire qui se trouve soit au creux, soit sur le sommet des vagues. C'est en particulier vrai lorsqu'il y a de grandes houles et il y a des vagues qui peuvent apparaître de façon et des houles très importantes et d'une grande longueur. Alors, quand le navire se trouve dans le creux de la vague, il y a une stabilité qui apparaît, qui est augmentée en réalité, et alors que le navire a de l'angle, c'est-à-dire un petit peu de gîte, il va avoir tendance à revenir de façon très importante du fait de cette stabilité augmentée. Donc le navire se penche d'une certaine manière sous l'effet de la mer. Il se penche, étant donné qu'il est dans le creux de la vague, la stabilité va être augmentée et il va être poussé de façon très vive pour revenir à sa position d'équilibre, qui est la position droite. Une fois qu'il arrive par sa position droite, manque de chance, il va se retrouver sur le sommet de la vague. Et alors là, la stabilité, elle, est réduite. Ce qui fait que, à ce moment-là, la stabilité va avoir à moins tendance à freiner son mouvement, puisqu'elle sera réduite, et il va donc poursuivre son mouvement en s'inclinant de l'autre côté. Et donc, il va arriver de l'autre côté, et à nouveau, sa stabilité va être très élevée, du fait qu'il va se retrouver au même moment au creux de la vague, et finalement, il va être poussé de façon très forte de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que l'ensemble de ces mouvements va se et lors des pertes de points. Donc, la représentation de la ligne d'eau en fonction de l'endroit où se trouve le navire, soit sur la crête, soit sur le creux de la vague, et il va donc se pencher de plus en plus, avec des mouvements très importants et très violents. Alors, si on regarde le phénomène qui peuvent se combiner en plus avec la phase de la vague, on va avoir donc le mouvement de la phase de la vague qui va être celui-ci, en bleu, et puis le roulis qui va apparaître et qui va à un moment donné se combiner avec la phase de la vague et qui va prendre des amplitudes de plus en plus grandes. Et donc, évidemment, je n'entre pas dans les détails, mais il y a un certain nombre de paramètres qui sont à prendre en compte, en particulier le fait que la période de roulis doit correspondre à une demi-période et ce genre de choses. Voilà, donc, vous voyez, c'est des augmentations qui sont extrêmement brutales. Alors concrètement, pour essayer de mieux visualiser le phénomène, il y a l'Institut marin, le Maritime Research Institute, qui a fait des maquettes afin de montrer un peu comment se développe le fameux roulis paramétrique. Donc, voilà la petite vidéo qui est très brève, que je démarre. Donc, alors, on a un navire qui avance avec une mer qui est plutôt de l'avant. Donc, le capitaine, instinctivement, peut se dire que tout va bien. Il n'y a pas de difficulté majeure. Alors, il tangue assez fortement. Et d'après le sens marin, au départ, on pense qu'on est finalement sur une bonne route. Donc, le commandant, prenant la mer de l'avant, estime que tout va bien. En réalité, on va voir que ça va se gâter petit à petit du fait du roulis paramétrique. Voilà, sous un effet lambda, le navire peut commencer à se mettre à rouler un tout petit peu. Donc là, c'est ce qu'on voit actuellement. Donc il roule et il se met à rouler de plus en plus avec des mouvements très importants. Donc là, c'est ce qui se produit
sur un conteneur. Donc à ce moment-là, vous avez des charges très importantes qui se développent sur les conteneurs, sur le mouvement des conteneurs, sur le saisissage, et en fonction des poids et de la répartition dans les conteneurs, eh bien, ces mouvements sont plus ou moins importants. Lorsqu'on a une très grande stabilité d'origine, eh bien, les mouvements seront encore plus amplifiés et encore plus brutaux. Plus la stabilité est élevée, plus les mouvements sont brutaux. Je vais arrêter. Donc, la question, finalement, ces phénomènes. Et si on regarde l'évolution de la forme des conteneurs, bon, d'une part, il y a une évolution en taille. Bon, ça, tout le monde l'a noté. En 1968, on était à 1500 conteneurs équivalent TEU et on est passé à 24 000 de nos jours, soit il y a eu un facteur d'agrandissement de la capacité des conteneurs de 16. Et de même sur les plans des conteneurs, alors qu'au début, il y avait quelques plans de conteneurs, 2, 3, 4, on est passé jusqu'à 11 plans de conteneurs, donc des hauteurs de conteneurs qui sont extrêmement, extrêmement hautes. Et donc, finalement, c'est comme la flèche d'un métronome. Le haut de la flèche bouge plus que le bas de la flèche. Et donc, le sommet des conteneurs sont soumis à des balayages et des accélérations qui sont très fortes. Donc, ces évolutions, il y a aussi, se sont accompagnées par des évolutions de forme, et en particulier sur les formes de l'arrière. Par le passé, on avait des formes de l'arrière avec des angles qui étaient assez prononcés, et maintenant, les navires sont devenus assez plats sur l'arrière, avec des angles de plus de 45 degrés, quand dans le passé, ils étaient plus faibles. On a en règle générale également des travaux qui sont menés sur les safrans, qui sont de taille plutôt plus réduite qu'auparavant, et donc tout cela joue sur le comportement des navires. Alors, il y a une raison à cela, évidemment, c'est que lorsque les porte-conteneurs sont plus grands, il y a une meilleure réponse. D'abord, c'est une réponse à la demande du marché, qui est en augmentation permanente, comme l'a dit monsieur le directeur des affaires maritimes précédemment. Il y a également aussi quelque chose, c'est des meilleures performances énergétiques qu'il ne faut pas négliger. Il y a un effet de masse qui fait que les navires, grosso modo, à la tonne transportée, consomment moins. Il y a moins de navires et donc il y a un impact qui est plus réduit. Donc, tout cela est un peu lié. Et vous voyez, donc, si on regarde les formes, vous voyez sur l'arrière, elles sont beaucoup plus plates que ce qu'elles n'étaient auparavant. Alors, en guise de conclusion, pour limiter ces phénomènes, comment peut-on faire finalement? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut maîtriser le poids des conteneurs et leur position après chargement. Bon, la maîtrise du poids a déjà été abordée. Il y a une règle de l'Organisation maritime de l'international qui a été mise en place pour le contrôle du poids des conteneurs, mais elle est sans doute perfectible parce que dans la réalité, on voit bien qu'après les accidents, lorsqu'il y a un contrôle des conteneurs qui restent à bord, qui ont été endommagés, bon, c'est pas vrai, c'est pas du tout du 100%. Le poids des conteneurs ne correspond pas exactement à ce qui était déclaré. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils soient dans les positions qui ont été prévues par le ship planner, ou si elles ne sont pas dans les positions, il faut que les plans de chargement soient revus avec les positions exactes. Et on se rend compte que finalement, dans un certain nombre d'accidents, cette réévaluation en fonction de l'évolution du chargement, parce que les conteneurs arrivent au fil de l'eau, et parfois ils n'arrivent pas au bon moment pour être mis à la place qui était prévue dans le plan de chargement. Eh bien, il faut qu'il y ait vraiment une mise à jour et que l'équipage soit au courant de ces mises à jour le plus rapidement possible et avant le départ, ou du moins lorsqu'ils vont affronter la mer, de façon à ce que les logiciels de stabilité, en particulier, soient correctement instruits sur le comportement du navire et sur la stabilité du navire. Ensuite, il y a un certain nombre de calculateurs qui sont mis à disposition des équipages pour éviter le développement du roulis paramétrique. Néanmoins, on se rend compte dans les rapports, un certain nombre de rapports qui sont mal maîtrisés par l'équipage. Ils ne sont pas été forcément particulièrement entraînés et les calculateurs en question ne sont pas non plus d'une limpidité absolue dans la compréhension, ce qui fait que l'équipage, bien qu'elle disposant d'outils,
les maîtrisant mal, ne choisit pas forcément la route la plus adaptée. Enfin, il y a un autre élément qui paraît important, c'est qu'il existe des marques de classe. Et ces marques de classe peuvent, par exemple, permettre de calculer ou de minimiser le roulis paramétrique avec un certain nombre d'éléments qui sont introduits dans les réglementations de classe. Et alors, je me suis un petit peu renseigné, c'est un élément qui m'a semblé intéressant pour savoir quel était le nombre de navires qui pouvaient être classés, ou qui disposaient de calculateurs pour éviter le roulis paramétrique. Alors, je n'ai pas obtenu le nombre de calculateurs dont étaient équipés les navires. Néanmoins, le Bureau Veritas m'a indiqué qu'ils ont développé une marque de classe pour éviter le roulis paramétrique en 2019, la NR 667. Et néanmoins, à ce jour, elle n'a été finalement, aucun navire n'a été classé. Donc, il y a un élément, finalement, j'imagine que dans les autres sociétés de classification, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il y a des marques de classe, mais qui ne sont peut-être pas encore utilisées ou mises à profit par les armateurs. Enfin, il y a un élément qui doit être mis en place de façon plus globale. Et là-dessus, je me réfère au travail qu'a fait le BSU allemand concernant le MSC Zoé, c'est qu'il y a un travail à mener pour réviser les réglementations techniques et juridiques existantes pour les navires des porte-conteneurs en ce qui concerne les limites de conception des équipements et d'arrimage et cargaison. En effet, on voit qu'il y a certaines limites, comme par exemple 300 mètres qui apparaissent dans certaines normes de calcul, ou la stabilité avec un GM, stabilité à l'état initial, qui est limité à 2,50 m à peu près de mémoire. Et finalement, dans le MSC Zoé, il y avait plus de 10 mètres de GM, et c'est des navires maintenant qui font plus de 400 mètres. Donc, toutes les règles qui ont été conçues en un instant T ne sont plus forcément adéquates au jour d'aujourd'hui. Donc, il y aurait sans doute un travail à mener. Bon, il y a un certain nombre d'initiatives dont la France est à l'origine, et donc il faut se féliciter de ces initiatives et poursuivre sur l'évolution, en particulier sur la Convention internationale des conteneurs ou le Cargo Securing Manual, et puis une résolution de l'OMI. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que je suis à peu près dans les temps. C'est parfait, monsieur l'administrateur général. Vous êtes vraiment pile poil dans les temps. Je vous remercie vraiment sincèrement pour cette intervention qui était technique, mais très instructive, notamment en termes la démonstration de la création du roulis paramétrique en mer. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu des novices et des non-marins. Et c'est ça qui contribue notamment à expliquer en grande partie les pertes importantes de conteneurs.